cette politique. Nous vous retrouvons pour la dernière partie de Regard croisé de ce jour. Le sujet sur le Togo, législatif 2023. Les enjeux, le Togo se prépare à vivre des élections législatives cette année. Les élections législatives et normalement également des régionales. Mais nous parlons des législatives. Quels sont leurs enjeux? La position des partis politiques qui se préparent également à participer à ces élections. Je commence par vous, Samir, d'abord. Quel regard portez-vous sur l'organisation de ces élections législatives à venir au Togo pour cette échéance 2023? La première nouvelle, c'est que nous allons assister à comment si nous étions à l'église, nous appellerons cela une résurrection des partis traditionnels de l'opposition togolaise. Donc nous allons véritablement revoir les partis qu'on avait l'habitude de voir aux différentes échéances, notamment au niveau des législatives. Donc je parle de l'ANC et de toutes ces différentes partis politiques comme pour la DMK et autres. La deuxième observation, c'est que à l'époque, le gouvernement avait émis le vœu de voir la classe politique nationale se reconfigurer. Donc, nous avons assisté à à l'entrée à l'Assemblée nationale de certains partis politiques, notamment le NET, le PDP, le Bloc. Je pense il s'appelle le Bloc Bâtir le Togo, je pense, quelque chose comme ça. Donc, Bâtir le Togo et tous ces indépendants-là qui, du moins indépendants, mais qui faisaient partie de la majorité présidentielle. Donc, quand vous regardez un peu, on est déçu véritablement de tout ce qu'ils ont apporté à l'animation de la politique au Togo, notamment bâtir. Bon, c'est vrai qu'à un certain moment donné, nous avons assisté à des actions ponctuelles des partis comme le PDP, comme le NET, qui véritablement ont donné une certaine vivacité à la classe politique de l'opposition, où on les voyait sortir sur certains sujets qui concernent la vie de notre pays et qui sont venus avec des propositions concrètes en termes d'alternatives de ce qui est proposé par le parti au pouvoir. Mais moi, la véritable déception de cette législature qui véritablement arrive en fin de son mandat, c'est véritablement Bâtir, qui regorge un certain nombre de partis, de députés à l'Assemblée nationale qui n'ont rien fait véritablement. Moi, non, pas selon moi. Mais analysez un peu. C'est un parti. Bon, du moins au début, ce n'était pas un parti politique. À un moment donné, ils se sont formalisés en tant que parti politique. Si je ne me trompe, c'est l'analyse que je fais de la situation, mais c'est un bloc que je n'ai jamais senti véritablement. Sauf à la dernière fois où on dit qu'ils célèbrent leur 4e année d'existence. Donc, en tout cas, je ne les ai pas sentis. Ils n'ont rien apporté comme nouveau en termes de propositions pour véritablement nourrir le débat politique au niveau de notre pays. Donc, c'est véritablement la véritable déception. Et si on devrait projeter les choses, vous êtes au courant que nous sommes dans un régime présidentiel. Donc, en réalité, et depuis plus de 20 ans, 25 ans déjà, nous n'avons jamais assisté à un partage de pouvoir. Donc le Premier ministre n'a jamais été nommé au sein de l'opposition parlementaire. Depuis un long moment. Je dis depuis un long moment, c'est pour ça que j'ai donné un certain cadre de période. Donc depuis un long moment, nous n'avons pas assisté à cela. Donc il n'y a pas un véritable partage de pouvoir. Nous sommes dans un régime où le président de la République peut sortir un beau matin, il nomme un Premier ministre et un beau matin aussi, il peut le destituer comme bon le semble. Donc nous sommes dans un régime fortement présidentiel où tous les pouvoirs, entre guillemets, sont dans les mains du président de la République, mais un pouvoir qui est entretenu par le fonctionnement des différentes institutions incarnées, notamment par l'Assemblée nationale qui incarne le pouvoir législatif. C'est véritablement l'enjeu de voir au niveau de l'Assemblée nationale une configuration, une coloration qu'on n'a pas l'habitude de voir ou qu'on n'a pas revue depuis 5 ans déjà, de voir d'autres partis politiques qui vont véritablement retrouver leur place au sein de cette institution-là de la République, notamment les partis traditionnels comme l'ANC qu'on avait l'habitude de voir, comme le CAR, comme l'UFC. Bon, l'UFC est toujours là parce qu'ils ont à un moment donné signé un accord. À un moment signé un accord avec le parti au pouvoir, donc ils ont bénéficié d'un certain nombre de privilèges dans le cadre de cet accord-là. Donc c'est de voir tous ces partis qui ont semblé disparaître à un moment donné se retrouver.
Mais quand on lit un peu l'actualité, ça ne les arrange pas véritablement. Comme vous voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui dans ces partis, pour ça ne les arrange pas. Prosper Agboklou et législative 2022, quels sont les enjeux selon vous? Quel regard portez-vous en tout cas sur la préparation des partis politiques? Non, je rejoins Samir qui parlait de la réhabilitation des partis traditionnels. C'est une réhabilitation, ils reviennent aux affaires. Après quelques années, je dirais, de promenade à faire. Ils se sont évadés eux-mêmes. Finalement, ils sont revenus à de meilleurs sentiments pour retrouver donc la législature prochaine. Ils se battent, même s'il y a encore des divergences un peu partout entre eux-mêmes. Je crois quand même que c'est une façon donc de se réhabiliter. Ce sont eux-mêmes qui se réhabilitent. Mais je crois quand même qu'au niveau de la législature actuelle, Sabine parlait tout à l'heure de bâtir. Je crois que bâtir, c'est un allié de unir, un allié franc de unir qui s'est, je dirais, tout simplement attaché à ce parti. Donc, je pense qu'il est resté... Ce qui justifie peut-être sa disparition aux yeux de Samir. Voilà, et j'ai l'impression que en s'annonçant la dernière fois, Batir voulait rappeler à l'esprit des uns des autres qu'il existe et qu'il va prendre peut-être une nouvelle connotation par rapport à ce que j'ai appris autour donc, de la manifestation, enfin de sa réapparition la dernière fois. Bon, maintenant, je crois quand même que on est rentré un peu dans un état, je ne dirais pas obscur. Vous savez, avec ce cas de Covid que nous avons vécu, il y avait eu libre cours où le pouvoir du président de la République a été complètement renforcé. L'Assemblée nationale n'avait plus grand-chose parce que le président pouvait légiférer tout seul par rapport à des décisions qui devraient passer par l'Assemblée nationale. Il y avait donc cette latitude-là qui est laissée au président de la République par rapport aux contingences liées au Covid, les trucs sécuritaires dont on parlait et autres. Là. Je crois quand même que cet aspect-là a terni un tout petit peu le fonctionnement réel même des institutions de l'État. Ce qui a fait que bon nombre se posaient encore la question de savoir si comme on appelle l'indépendance des institutions existait encore. Ça, c'est dû à une situation ponctuelle. Nous parlons des élections qui vont venir permettre de réorganiser. Voilà, c'est pourquoi nous parlons donc de la réhabilitation donc de ces partis-là qui vont arriver, qui ont l'intention de revenir. Mais maintenant, moi, je dis, est-ce qu'ils auront encore les mêmes popularités par rapport à ce qui s'est passé, puisque longtemps disparu? Est-ce qu'ils peuvent intégrer de la même manière, revenir dans les consciences collectives pour pouvoir permettre encore aux populations de comprendre? Parce qu'on a tendance à croire que la population est un peu déçue, un peu, je dirais, par rapport à l'option faite par donc, ces partis. La population, c'est un peu... il y a eu un recadrage par rapport à cette situation-là, où les gens n'ont plus tellement confiance, une crise de confiance, allez dire, voilà. Il y a eu cette crise de confiance qui est née et qui fait plutôt que les gens se posent encore la question toujours de savoir, est-ce qu'ils ont encore le potentiel, la capacité de remobiliser les troupes derrière eux, ces partis traditionnels-là. Ça, nous le verrons lors des campagnes électorales russes. Donc, le Togo se prépare pour vivre des élections législatives 2023 qui s'annoncent un peu particulières parce qu'on sent que plusieurs partis vont se remettre dans la danse. D'abord, votre regard que vous portez sur cette préparation de ces élections, même si on n'est pas encore en période de campagne. Ah non, toi, tu ne veux pas me poser la question sur les enjeux. Moi, j'aime bien la question sur les enjeux. C'est justement, effectivement, les enjeux. Hein. Alors, les enjeux, pour moi, il y en a 4. Le fric, le CV, le carnet d'adresse et le fric. C'est tout ce qu'il y aura pendant... Le fric vient 2 fois. Voilà. De 2023 à 2025, ça va être la plus grosse fête
du Togo parce que c'est de l'argent qui va circuler, qui va surfer. Non, je pense que ça, c'était avant ça. Et tout le monde sera avec une petite cuillère pour voir le nombre de piécettes qu'il peut ramasser et mettre dans son sac. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites de ces élections? Bon, ces élections... quoi attendre de ces élections? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un parti au pouvoir qui s'est renforcé et qui s'est renforcé considérablement parce qu'il y avait une assemblée nationale plus ou moins inerte. Alors, le mérite de ce parti au pouvoir, c'est qu'il a eu la jugeote plus ou moins de rafraîchir ses élites. Par conséquent, comment dirais-je, vous avez de nouvelles têtes. On débauche beaucoup. Il y a beaucoup de technocrates dans cette équipe. Vous avez des partis, comme on dit, traditionnels qui se sont fourvoyés dans les manifestations passées, qui ont perdu du crédit au sein de la population et qui ont commis, à mon sens, le crime de ne pas rafraîchir leurs élites. Et donc, on a les mêmes visages, les mêmes personnalités, on n'a pas de nouveau leadership. On a des partis qui se réclament centraux, beaucoup plus flexibles, où effectivement on a quelques personnalités qui sont jeunes et qui pourraient incarner un tant soit peu quelque chose, sauf que elles ont un message diffus et n'arrivent pas à rassembler comme pourrait rassembler, par exemple, tout à l'heure on parlait d'Ousmane Sonko au Sénégal, parce qu'elles n'ont pas de position radicale et proposent quelque chose de très diffus. On n'arrive pas à percevoir dans quel bord elles se situent et qu'est-ce qu'elles proposent réellement. Et donc, je ne sais pas personnellement ce que va nous proposer ces élections, à moins qu'il y ait des candidats indépendants. Mais ces candidats indépendants, j'imagine un peu ce que ça va être en termes de défis, parce que de toute façon, pour une élection au Togo, il faut quelque part se rallier à un clan donné. D'ailleurs, la première question que l'on pose à un Togolais lorsqu'il exprime des opinions politiques, c'est de savoir de quel camp il est. C'est difficile qu'il puisse en exprimer sans être d'un bord que ce soit et qu'il puisse avoir des opinions plus ou moins indépendantes. Il faut forcément qu'il soit rattaché à un bord. Donc, personnellement, moi, je n'attends rien. On est rentré au niveau du Togo, mais pas simplement du Togo. Je le vois dans beaucoup de pays, dans quelque chose, dans une conception de la politique qui est en fait une conception d'un business. Les gens, ils rentrent en politique pour faire carrière, pour avoir un poste, pour sécuriser la famille, pour avoir des projections d'avenir. C'est pour ça que je dis, la politique, on y rentre pour avoir des sous, on y rentre pour avoir un carnet d'adresses, pour renforcer un CV qui va servir plus tard, parce qu'on peut avoir un poste aujourd'hui au Togo et après le faire valoir à l'extérieur. Et petit à petit, comment dirais-je, mener son train de vie comme on aurait voulu le souhaiter dans un emploi tout à fait normal. La politique, limite, on a l'impression que les gens y vont par défaut. C'est-à-dire, comme cela marche et qu'on voit des gens réussir dedans, alors j'y vais aussi, parce que forcément je pourrais tirer sans conviction personnelle, sans idéologie maîtresse et ainsi de suite. Et on le sent dans la plupart des propos de entre griffes les leaders et les porteurs de messages. On sent qu'il y a parfois pas d'études, il y a parfois pas de projection, on est beaucoup dans le cliché. Si par exemple, je donne un exemple, si vous demandez aux gens, qu'est-ce qu'on va faire en termes d'éducation pour le Togo dans 20, 30 ans, pour le service de santé, en termes d'agriculture, quelle est la vision du développement urbain, je ne sais pas, quels sont les métiers à pourvoir. Il y a des questions hautement techniques sur lesquelles personne ne se prononce. Alors, et c'est étonnant parce que normalement, au sein de chaque parti, au sein de chaque cellule politique, on devrait pouvoir ramener les populations sur ce type de débat, ce type d'expertise. Mais on n'a pas ça. Et donc, c'est un business. Comme je dis, fric, CV, carnet d'adresse, et puis fric. Alors, je reviens à vous, Samir. Nous allons parler maintenant
configuration possible de la nouvelle classe politique à l'issue de ces élections? Vous parliez tout à l'heure de ces partis classiques, les grands partis d'opposition, les anciens qu'on a connus et qui peut-être à un certain moment ont semblé disparaître. Avec leur supposé retour, est-ce que cela risque de redistribuer les cartes carrément, mettre à mal le parti au pouvoir ou mettre à mal les nouveaux partis qui sont aujourd'hui au Parlement, ou bien ce sera comme la nouvelle législature, rien de différent selon vous? Non, je pense que leur retour n'enlève en rien la popularité du parti au pouvoir. C'est une marche. S'ils viennent, ils vont pas pouvoir mettre à mal le non, parti au pouvoir. non, pas qu'ils ne vont pas pouvoir mettre à mal le parti au pouvoir, ils vont trouver leur part. Et peut-être ils vont mettre à mal les pseudo-nouveaux partis que vous avez aujourd'hui au niveau de la classe politique nationale. Mais ce qui est important, c'est que quand on regarde un peu les partis politiques qui n'ont pas siégé au niveau de l'Assemblée nationale, puisque vous savez que la répartition des subventions qu'accorde l'État est sur deux volets, notamment par rapport au nombre de députés que vous avez à l'Assemblée nationale et ensuite par rapport au suffrage, le pourcentage de score que vous avez eu à une élection comme une élection présidentielle et tout. Donc au niveau national, c'est-à-dire que c'est par rapport à une élection nationale, donc par rapport au score que vous avez eu. Donc vous avez des partis politiques qui ont fait 5 ans sans avoir ces deux aspects-là, en termes de subvention de l'État, en termes même de la rémunération de leurs représentants au niveau de ces institutions-là, qui ont souffert financièrement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu des ressources financières véritablement pour déployer leur action de sensibilisation de leurs partisans sur le territoire, de leur action d'éducation des populations, des débats politiques qu'ils auront pu organiser au niveau de ces localités-là. Donc, et là, je suis d'accord avec lui. L'enjeu, c'est de pouvoir engranger quelques députés à l'Assemblée nationale, également au niveau des conseils, au niveau des régions, avoir quelques conseillers régionaux et se faire une bonne santé financière et permettre aux partis politiques... C'est purement financier? Non, pas purement financier, mais c'est en cela, de se faire une santé financière. Le deuxième aspect, c'est que vous avez, dans nos pays, notamment au Togo aujourd'hui, vous avez des partis qui viennent en politique pour conquérir le pouvoir et pouvoir l'exercer. C'est vraiment l'objectif de tout parti politique. Exactement. Donc quand vous avez des partis politiques qui sont animés par ce désir-là de conquérir le pouvoir, de l'exercer, et vous savez que souvent, quand une élection législative se passe très bien, ça vous donne en même temps une projection sur ce que vous pouvez faire en termes de mobilisation pour une élection d'envergure nationale comme une élection présidentielle. Sauf, et si vous permettez que je revienne là, sauf qu'aujourd'hui, vous avez des partis qui sont considérés comme des partis traditionnels qui ont des difficultés en interne. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont des problèmes à s'entendre, à s'organiser. Et vous imaginez des partis politiques qui ont des difficultés pareilles, et comme il a dit, qui n'ont pas des capacités de mobilisation des technocrates pour réfléchir à la vision qu'ils ont pour le Togo, sur le plan santé, sur le plan éducation, sur le plan agriculture et tout ça là. Vous n'avez pas des partis politiques qui proposent quelque chose et vous avez des partis politiques qui attendent juste qu'on lance les campagnes électorales, qu'ils aillent sur le terrain, qui disent mais votez pour nous, nous allons faire chasser ce pouvoir qui n'a que duré depuis 50 ans, qui sont au pouvoir, qui ne proposent rien. Et vous avez des partis politiques comme ça qui n'ont que ce discours-là depuis 20 ans déjà. Pratiquement 20 ans, qui ne tiennent que ce discours-là, qui n'ont pas de propositions concrètes. Et le comble, c'est que vous avez des partis politiques comme ça qui ne montrent pas le bel exemple au niveau de leur parti politique. Soit de façon dictatoriale, ils chassent certains membres du parti politique, je ne veux pas citer de nom, ils chassent certains membres de leur parti politique, ou vous avez d'autres partis politiques qui ont du mal même à s'entendre pour aller à un congrès, ou d'autres partis politiques qui sont obligés, pour pouvoir avoir la même mise sur le parti, de s'allier avec l'autorité en place et de solliciter l'intervention de la justice pour qu'elle soit à la rêne de ce parti politique-là. Donc vous avez plus des intérêts individualistes qui se montrent et qui se dessinent dans ces partis politiques que de l'intérêt général pour la population. Donc quand vous voyez et quand vous faites un peu la lecture de ce qui se passe au niveau de ces partis politiques de l'opposition, et ça reste toujours mon avis, on est parti pour que le parti au pouvoir rafle
tous les postes au niveau de l'Assemblée nationale. Donc ça ne serait pas véritablement une surprise au lendemain des législatives et qu'on se rend compte que véritablement ce qu'on s'attendait à la nouvelle configuration de la classe politique, qu'on n'a pas assisté à cela. Merci et que beaucoup. c'est la même équipe qui gagne et qui continue par gagner. Merci beaucoup. Prosper, vous êtes du même avis? On risque de ne pas voir un grand changement au niveau de la configuration politique. Que dites-vous aussi de ce que nous appelons en griffe ces nouveaux partis-là, qui quand même ont pu avoir des sièges à l'Assemblée pour cette législature? Oui, vous savez, Russe et Samir ont dit, on montre le cliché, le vrai cliché. Il faut qu'on se dise la vérité. Ces nouveaux partis politiques qui sont venus à l'Assemblée nationale, la nature a horreur du vide. Ils l'ont occupé. Et je ne pense pas qu'ils soient aujourd'hui à même de les laisser. Ça, c'est pas eux qui décident s'ils vont mais laisser ou pas. je dis, ils ont été sur le terrain, la plupart d'entre eux, de ces partis-là étaient sur le terrain et accompagné leurs gestes avec leur présence avec des gestes de classe, ils sont proches de la population, avec un certain nombre donc d'indications qui leur permettent aujourd'hui d'être en confiance par rapport à ces populations-là. Écoutez, par exemple, lorsqu'il y a la Covid, ce sont des partis qui sont allés vers les populations donc, de manière qu'ils ont plus de chances de garder leur posture. Et se dit, les absents ont toujours tort. C'est-à-dire que, regardez, Sabine vient de le dire, des partis politiques traditionnels qui se battent autour même de leur existence. Et vous pensez que Unir est là, il a mis tout simplement la main au menton pour les regarder. Et ça, vous voyez à peu près le spectacle que nous offre l'UFC, le CAR et qu'on appelle d'autres partis aujourd'hui. Et on ne semble même pas connaître le fondement même des problèmes. C'est-à-dire que c'est comme il y a une guerre plutôt de leadership qui se joue, et c'est ce que Horus dit, l'argent. On attend de quelque chose. On a tendance à croire que ce qui intéresse la majorité de ces gens-là, ce n'est pas au fait le pouvoir, la conquête du pouvoir. C'est-à-dire que c'est l'aisance, la richesse, se mettre. Sinon, un parti qui ne renouvelle pas, qui ne se renouvelle pas, qui ne rajeunisse pas, comme on appelle, son potentiel humain. Vous voyez à peu près, c'est les mêmes. On voit, c'est les mêmes qui sont là. Pour vous, ces partis n'ont pas de chance. Ils n'ont pas de chance. Et la manière dont comme on appelle, réapparaissent ne donne même pas la crédibilité à ces partis-là aujourd'hui d'exister. Merci. Et ça là, ce n'est qu'un boulevard. Comme les uns et les autres l'ont dit, un boulevard pour le pouvoir en place, et qui, au lendemain des élections, la prochaine fois, vous verrez, il y aura encore, comme on appelle, une victoire éclatante. Ils vont gagner, librement gagner. Et là, je crois quand même que la faute ne vient pas de ceux-là même qui veulent les combattre. Et il faut se poser la question, est-ce que ces gens-là veulent aller vraiment au pouvoir? Horus, regard sur ces partis. Vous parliez tout à l'heure des partis, des nouveaux partis d'opposition généralement, qui n'ont pas de position tranchée, mais le problème semble être général. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre un parti au Togo, dire que voilà la position claire de ce parti par rapport à tel aspect, tel aspect, tel aspect. Finalement, est-ce fait à dessein, est-ce un avantage ou plutôt un inconvénient? Alors déjà, c'est un inconvénient, parce que pour moi, quand on coupe alors quand on enlève du débat toute la force de la critique, on s'appauvrit. Est-ce que quelque part aussi, ce n'est pas à cause du fonctionnement des Togolais qu'on évite de prendre des positions tranchées pour éviter de perdre des gens peut-être? Non, mais qu'est-ce qu'on entend par fonctionnement des Togolais? Parce qu'on n'est pas habitué à faire des débats d'idées généralement. On suit les gens. Alors je pense que alors peut-être même c'est ça qui est dommage. C'est-à-dire, je pense que les Togolais ont la capacité du débat critique. Ils ont la capacité. Il faut quand même remarquer que comparativement à certains pays, on est le pays où même quand on a des frictions, on arrive plus ou moins à trouver un terrain d'entente. C'est possible. Le Togo le peut.
Mais maintenant, le problème qui se pose au Togo, c'est que, effectivement, paradoxalement, on a peur de la critique. La critique celui qui critique est perçu comme l'ennemi. Il est perçu comme l'ennemi. Alors qu'ailleurs, la critique est encouragée parce que la critique permet de se corriger et de raffermir sa stratégie. Et donc, il ne faut pas s'étonner, par exemple, je vais digresser un peu, il ne faut pas s'étonner, par exemple, que l'ancien colon puisse, par exemple, financer un concert anticolonialiste. Et lui, ça ne le gêne pas. Parce que lui, il a besoin de savoir quels sont les éléments critiques que vous allez apporter au débat pour qu'il puisse renforcer, lui, sa position. Et nous, malheureusement, en Afrique, nous ne savons pas le faire. Maintenant, ceci étant dit, pour revenir au Togo, depuis 2017, avec tous les événements qui se sont passés, si vous remarquez, à partir de l'élection présidentielle, je pense, de 2020, février 2020, vous sentez qu'on s'est promis dans l'établissement politique togolais de ne plus laisser cours, de ne plus laisser cours au laxisme qui a permis les événements de 2017. Et donc, par conséquent, que vous voyez, de 2020 jusqu'à nos jours, nous sommes en 2023, tout ce qui est velléité de manifestation, tout ce qui est avis radicalement tranché, tout ce qui est lutte syndicale, tout cela est coupé à la base. Officiellement, c'est dû à la crise sanitaire et puis à la crise... On dira tout ce qu'on veut, ça s'est rétabli. Mais vous verrez que ces libertés se sont rétablies. Même le plus petit élan syndical, le plus petit reproche, le leader politique qui va aller de façon radicale, ou qui va tenir... Tout est coupé à la base. On ne fait plus libre cours, on ne laisse plus libre cours au laxisme qu'il y a eu avant, où on laissait les gens s'enraciner, diffuser, répandre plus ou moins leurs messages, s'organiser autour d'un mouvement syndical. On ne laisse plus maintenant. Mais le syndicalisme est une réalité dans notre pays. Non, c'est une réalité. Mais foncièrement, dès qu'il y a une émanation comme ça, il y a toute une stratégie de communication, toute une stratégie de management qui est faite pour casser la chose à la base. Donc, par conséquent, ce qui se passe depuis 2020-2023, c'est que vous êtes soit du parti au pouvoir, ou soit vous êtes centriste. Mais il n'y a pas la frange radicale. Depuis 3 ans, il n'y a aucune frange radicale. Tout ce qui est radicaux a été écarté. Donc, le crime après de ces radicaux, comme je le dis, ceux qui se disaient radicaux, ceux qui se disaient porteurs d'un message totalement différent, mais n'ont pas amorcé de renouvellement, ils n'ont pas fait de racines. Pire, comme mes frères l'ont dit, ils ont des problèmes de mécanique interne. Beaucoup se sont fourvoyés. Pire, au sein des partis, des mouvements citoyens, des mouvements civiques et ainsi de suite, on n'a pas laissé émerger quelqu'un, et même dans la possibilité d'émergence, on n'a pas pu trouver quelqu'un. Donc, c'est difficile de se dire que pour ces élections-là, on arrivera à sortir dans le vote soit du parti au pouvoir qui est UNIR, soit des partis centraux. On votera entre les deux. Et maintenant, pour les partis radicaux qui essaient de se refaire une santé, ça va être très difficile, parce que là, ce qu'ils ont en face, ce n'est pas le parti, c'est les populations. Et les populations, elles demandent des comptes. Merci beaucoup, Horus. Merci à vous également, Samy, pour vos contributions. Grand merci, Prosper. Merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des notes. C'est la fin de Regard croisé de ce jour. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro.